Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. À la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité, les premiers hier soir à Médine. Et enfin dans l'actualité internationale, au moins 110% de la bande de Gaza se retrouve sous contrôle israélien d'après l'agence de l'ONU. C'était le titre. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous dis dans le titre, les premiers pèlerins djiboutiens sont arrivés hier soir à Médine, marquant le coup d'envoi du Hajj 2025. Pour Djibouti, composé de 350 hommes et femmes, ces premiers groupes ont été accueillis avec ferveur par la délégation officielle dirigée par M. Ismail Hassan. Dès leur descente d'avion à l'aéroport Prince Mohammed bin Abdelaziz, les pèlerins ont été encadrés avec attention par les membres de la délégation. L'accueil comprenait un appui logistique, une assistance médicale de première ligne et un accompagnement spirituel. Rappelons que parmi les pèlerins, l'émotion était palpable. C'est comme un rêve qui se réalise après tant d'années d'attente. Je remercie Dieu de m'avoir permis de vivre ce moment à souligner. Un Hajj pour un autre. Hajj à 205 ans, c'est une étape spirituelle essentielle. Je suis venu chercher la paix intérieure et me rapprocher de mon Créateur. L'organisation est rassurante et nous sommes bien entourés. Le groupe passera plusieurs jours à Médine pour visiter le mosquée du prophète avant de se diriger vers la Mecque pour accomplir les rites du Hajj. D'autres vols transportant les pèlerins djiboutiens sont attendus dans les prochains jours. Eh bien, les pèlerins ont été transférés vers un hôtel proche des lieux saints où des équipes les attendaient pour les enregistrer, leur fournir des conseils adéquats. Les chambres inspectées au préalable sont équipées pour assurer un séjour agréable avec une attention particulière portée à la propreté et à l'hygiène. Rappelons que des briefings ont été organisés pour rappeler les étapes clés du pèlerinage, les mesures de sécurité, notamment les consignes, les visites prévues à Médine. Cet accueil témoigne de l'engouement, de la mobilisation totale du ministère des Affaires musulmanes à travers sa délégation officielle du Hajj pour offrir une expérience spirituelle inoubliable et un guide digne de son nom. Fait marquant cette année, la participation active des étudiants djiboutiens résidant à Médine, venus prêter main forte à la délégation dans l'accueil, la traduction et l'orientation des pèlerins. Un élan de solidarité qui illustre l'esprit de fraternité djiboutien, même loin de la patrie. Rappelons que l'accueil était exceptionnel et on ne s'attendait pas autant d'attention, a-t-il rappelé un Hajj. Que Dieu récompense tous ceux qui ont contribué à cette organisation, a dit une femme pèlerin djiboutienne. Depuis l'aéroport jusqu'à l'hôtel, tout s'est bien passé et on se sent entre de bonnes mains. Et cela nous met en confiance pour accomplir nos rites. À noter un autre pèlerin. Puis après, les pèlerins djiboutiens ont visité la Raouda à Médine dans le cadre de leur voyage sacré. Les pèlerins djiboutiens accomplissent le Hajj ont eu l'honneur de visiter la Raouda, un lieu sacré situé entre la chaire et la chambre du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, dans la mosquée du prophète à Médine. Cette visite empreinte de piété, d'émotion, constitue une étape spirituellement marquante pour les fidèles. Les pèlerins ont pris dans ce lieu béni, considéré selon les paroles du prophète comme l'un des jardins du paradis. Rappelons que la délégation djiboutienne, encadrée par les autorités religieuses et les organisateurs du Hajj, ont exprimé leur gratitude pour l'accueil et l'organisation assurée par les autorités saoudiennes. socodku soo meeray oo ciidda magac weyle iyo minankii soo dheeday
وصمع ساد قلبي ومهشتي واي mahadnaye baiskaleyigu martabadiyey markastaba macagaanaho kama maarsado salaatullaahi rabbi mada zamani cala nabiyi daahiri ljanani salaatullaahi rabbi mada zamani cala nabiyi daahiri ljanani kastoon munaasibada weyn mowle igu beegay oo aan malaayiin muumina mowqaf la istaagay oo soomiliilica qalbigu muhashaday waaye kolba mawjadu baan dhex galay muxubbadaadii markastaba macagaanaho kama maarsado salaatullaahi rabbi mada zamani cala nabi ظاهر الجناني صلاة الله ربي مدى الزمان على النبي ظاهر الجناني. Et ces communiqués qui nous est parvenu du ministère des Affaires musulmanes et des biens waqf informant l'ensemble des pèlerins que les horaires s'est présentés à l'aéroport pour le vol à destination de Médine sont fixés comme suite. Vol, date de présentation à l'aéroport. Rappelons que le deuxième vol, comme je vous le disais hier soir, est prévu le mardi 13 mai 2025 à 11h. Le vol numéro 3 est le dimanche 18 mai 2025 à 5h, ainsi que le quatrième vol est le jeudi 22 mai 2025 à 5h. Je rappelle, le deuxième vol est prévu pour le mardi 13 mai à 11h, le troisième vol pour le dimanche 18 mai à 5h et le quatrième vol pour le jeudi 22 mai à 5h. Le ministère rappelle que chaque pèlerin est fait de se munir impérativement de son passeport, son badge d'identification et de l'ensemble de ses documents de voyage. Le ministère rappelle aussi de respecter le poids de bagages autorisé, maximum 2 valises de 20 kg chacune, en plus d'un bagage à main de 7 kg. Maximum. Tout excédent de poids ne sera pas accepté. Conserver sur soi les médicaments nécessaires en cas de maladie chronique. Le ministère remercie tous les pèlerins de leur ponctualité et de leur collaboration. Fin de communiqué. Direction les États-Unis, où le représentant permanent de la République de Djibouti auprès des Nations Unies à New York, M. Mohamed Ziad Alé, a procédé vendredi hier à la signature du traité de BBNJ à un mois de la conférence des Nations Unies pour les océans prévue à Nice, en France. Rappelons que la signature est un important traité adopté sous l'égide des Nations Unies visant à protéger les biodiversités marines dans les zones situées au-delà des juridictions nationales, souligne l'engagement de Djibouti maintes fois affirmé par le président de la République, son Excellence Ismaël Marguelo, en faveur de la préservation de l'océan. Elle renforce le rôle du pays en tant qu'acteur régional de premier plan en matière de gouvernance maritime, de diplomatie environnementale. Le traité promet également le renforcement des capacités et le transfert des technologies marines, offrant ainsi Djibouti à l'opportunité de bénéficier d'une coopération scientifique qui lui permettra d'améliorer ses capacités de recherche, océanographie et de surveillance environnementale. Dans notre magazine de cet après-midi, direction le chemin de fer Djibouti-Éthiopie, qui a été inauguré en 2016, représente un pilier essentiel dans le développement des infrastructures, des transports, des passagers, mais surtout des marchandises entre Djibouti et l'Éthiopie. C'est un magazine de la rédaction. Le chemin de fer Djibouti-Éthiopie, inauguré en 2016, représente un pilier essentiel dans le développement des infrastructures de transport des passagers, mais surtout des marchandises entre Djibouti et l'Éthiopie. Son importance stratégique s'est consolidée ces dernières années à un moment où les échanges commerciaux et la mobilité régionale sont plus que jamais au cœur des préoccupations des gouvernements et des acteurs économiques.
Durant cette période, le chemin de fer a réussi à atteindre des performances remarquables, contribuant significativement à l'économie des deux pays. Plusieurs rapports indiquent une augmentation du volume du trafic de marchandises, avec une moyenne de plus de 4 millions de tonnes transportées par an. Cela représente une amélioration notable par rapport aux années précédentes grâce à une optimisation des horaires et à une augmentation de la fréquence des trains. Le gouvernement éthiopien a mis en place des stratégies visant à attirer davantage de cargaisons, en particulier des exportations de produits agricoles et de textiles. En conséquence, on a observé une hausse des exportations vers le port de Djibouti, facilitant ainsi l'accès aux marchés mondiaux. Le chemin de fer permet non seulement de réduire les coûts de transport, mais aussi d'accélérer la livraison des marchandises. En 2023, des investissements dans des technologies avancées ont également été réalisés pour moderniser les infrastructures ferroviaires. L'intégration de systèmes de gestion du trafic et de maintenance prédictive a contribué à améliorer la sécurité et la fiabilité du service. Ces innovations ont permis de réduire les temps d'arrêt en raison de pannes mécaniques, augmentant ainsi le confort et la satisfaction des passagers. L'impact du chemin de fer sur le développement local est indéniable. Le transport ferroviaire a créé de nouveaux emplois, tant dans les opérations de maintenance que dans les services auxiliaires tels que la restauration et la logistique. Des villages et des zones urbaines le long de la ligne ont connu un essor économique avec l'émergence de nouveaux commerces et services. En 2024, le gouvernement éthiopien et ses partenaires ont étendu le réseau ferroviaire vers d'autres régions du pays, renforçant ainsi l'intégration nationale et régionale. Ce développement futur est perçu comme un levier essentiel pour promouvoir des échanges commerciaux plus robustes et diversifiés. En résumé, le chemin de fer Djibouti-éthiopien s'affirme en 2023-2024 comme un acteur clé du développement économique et social de la région. Avec des performances en hausse, une modernisation continue et des projets d'expansion, il est bien positionné pour soutenir des ambitions de croissance des deux nations dans les années à venir. La synergie entre les secteurs publics et privés sera déterminante pour surmonter les défis et maximiser les opportunités qu'offre cette infrastructure. Ainsi, pour l'avenir, les perspectives de développement du chemin de fer djibouto-éthiopien demeurent positives. Et Djibouti continue de consentir tous les efforts afin de maintenir cette performance. Direction le nord du pays où, suite à l'application du décret récemment promulgué par le ministre de l'Intérieur relatif au séjour des étrangers et ressortissants éthiopiens qui ont regagné volontairement leur pays d'origine le jeudi 8 mai dans des conditions calmes et encadrées à cette occasion. Les services de la police aux frontières basés à Balho ont recensé plus de 1500 personnes ayant franchi le poste de contrôle frontalière sans incident majeur. Le gouvernement, en collaboration avec les autorités locales, a pris toutes les dispositions nécessaires pour encadrer cette opération de retour, notamment en matière de sécurité routière, afin de prévenir les surcharges dans les véhicules de transport et d'assurer un déplacement sécurisé et digne à toutes les concernées. Un dispositif d'accompagnement logistique a été mis en place pour permettre un retour dans l'ordre et la sérénité. Déplacement du préfet de la frontière Réunion arrivant dans un contexte où le préfet de la région s'est rendu dès les premières heures de la journée au poste frontalière de Balho. Sur place, il a suivi de près le déroulement de ces opérations. Puis le préfet a tenu une réunion de coordination avec les forces de l'ordre et les personnels administratifs affectés au poste afin d'évaluer les besoins, renforcer la vigilance et d'ajuster les modalités d'encadrement. Par ailleurs, le préfet a rappelé et appelé tous les employeurs ressortissants en situation irrégulière à leur verser sans délai leurs droits et rémunérations qui leur sont dus conformément à la législation en vigueur. Ces rappels visent à garantir que le processus de retour se fasse dans le respect de la dignité humaine et des obligations sociales. Rappelons que cet événement marque une étape importante dans la gestion des responsables humanitaires et migration au lien avec les priorités nationales en matière de sécurité et de cohésion sociale. En République de Djibouti, le départ volontaire
ont été entamées durant le mois de prévention. Ceci se déroule d'une manière convenable et ces personnes sont enregistrées et puis rentrent au pays d'une manière aisée. Nous exhortons à ce que la population ainsi que les forces de l'ordre puissent faciliter à ces personnes leur retour volontaire pour ne pas entraver la bonne relation entre les deux pays. Surtout aux chauffeurs de véhicules, à ce qu'ils puissent prendre toutes les précautions sécuritaires en termes de ce qu'on appelle à ce qu'il n'y ait pas surcharge des personnes ou des matériels pour que la sécurité soit assurée. Eh bien, on reste toujours dans le nord du pays, cette fois-ci direction Tadjoura, où la ville blanche a abrité du 7 au 8 mai une caravane commerciale organisée par le groupe Maril Automotive en collaboration avec leur partenaire financier, la CAC International Bank, à l'hôtel Gadil Resort. Sous la direction de M. Luc Maril, gérant et PDG de Maril Automotive. Cet événement a permis de présenter les produits Piaggio, moteurs des bateaux, motos et pièces détachées Yamaha, ainsi qu'une solution financière adéquate proposée par leur partenaire financier, la CAC International Bank, représentée par son directeur commercial, Abdelkader Warsama Afassi. Était présent à cet événement le préfet de Tadjoura, Mohamed Abbas, un représentant du conseil régional, le commandant de la gendarmerie Tadjoura, le chef de la police nationale, le président de l'association des pêcheurs, les commerçants et entrepreneurs de Tadjoura, ainsi que la société civile de Tadjoura, qui ont accueilli favorablement cette initiative fort louable qui vise à répondre à leurs besoins. Par la même occasion, la délégation a eu des échanges constructifs, notamment avec la société civile, les pêcheurs, les utilisateurs de tricycles, afin de recueillir leurs besoins et suggestions. Eh bien, le PDG de Maril, M. Luc, s'est engagé à y répondre concrètement avec l'ambition de se rapprocher, a-t-il dit, de ses clients en ouvrant dans le plus bref délai un bureau de représentation commerciale à Tadjoura. Écoutons-le. La caravane, mes chers amis, n'est pas simplement un événement commercial. Elle est bien plus que cela. C'est d'abord une rencontre humaine, un moment de proximité entre nous. Professionnels du secteur de la mobilité et vous, usagers, artisans, jeunes et familles de Tadjoura. Chaque année, nous avons l'honneur d'accueillir entre 3 et 4 jeunes tadjouriens, étudiants en licence pour des stages en mécanique et électromécanique, que nous sommes fiers de voir que certains d'entre eux, après cette formation, créent leur propre activité ou rejoignent des équipes professionnelles. Nous voulons étendre cette démarche à Tadjoura en travaillant avec les écoles, les centres de formation et les jeunes motivés qui puissent apprendre un métier, développer une compétence ou tout simplement bâtir leur avenir ici chez eux. Mais notre engagement ne s'arrête pas là. Nous croyons aussi en l'esprit d'entreprendre qui anime tant les jeunes à Tadjoura. C'est pour ça que nous souhaitons soutenir les porteurs de projets dans les secteurs liés à nos marques, que ce soit la vente, la réparation ou l'utilisation professionnelle des véhicules de roues, triporteurs ou embarcations. Nous savons aussi, dans une ville côtière comme Tadjoura, les pêcheurs ont besoin de moteurs fiables, de matériel adapté à leur environnement Yamaha Marine. Avec ces moteurs hors bord, robustes et économiques, peut jouer un rôle essentiel dans ce domaine. Nous voulons également encourager les jeunes qui souhaitent lancer une petite entreprise de transport ou de livraison avec nos véhicules Piaggio, pratiques, solides et parfaitement adaptés à l'usage quotidien. Eh bien, écoutons à présent le préfet de la région de Tadjoura. Qui arrive sur Tadjoura, comme on dit, dans la ville blanche. En premier lieu, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous en sommes reconnaissants que Maril puisse être installé dans la région, promouvoir le partenariat avec l'ensemble des acteurs qui se trouvent dans l'ensemble de la région. Ils sont là aujourd'hui pour faire valoir leurs services auprès
des citoyens de Tadjoura. J'exhorte à ce que la population de la région puisse en profiter de cette occasion, tous les opérateurs économiques ou toutes les entreprises issues de la région puissent en profiter de cette occasion. On reste toujours dans le nord du pays où le complexe éducatif et professionnel Al-Rahma, situé dans la ville de Bok, a vibré hier au rythme d'une cérémonie haute en couleurs, marquant la clôture des activités scolaires de l'année 2024-2025 et la remise des diplômes à une nouvelle promotion d'élèves issus des ateliers professionnels. La cérémonie a rassemblé de nombreuses personnalités officielles et locales, au premier rang laquelle le directeur du complexe, Hamdi Rajab Saïd, le préfet de la région, Moussa Aden Migani, des représentants des forces de défense et de sécurité ainsi que le représentant du Menfob, Abdelkader Ahmed Hussein. Après une récitation solennelle du Saint-Coran, les élèves ont offert un programme culturel riche et multilingue. Le point d'orgue de la cérémonie a été la remise des diplômes aux lauréats des filières professionnelles, notamment ceux des ateliers d'aluminium, de couture, de broderie, dans une ambiance marquée par l'émotion. Rappelons que les meilleurs élèves dans le domaine culturel, scientifique et sportif ont également été distingués à l'issue des remises des prix. Eh bien, comme je vous le disais dans son allocution, le représentant du MENFOP a salué le rôle majeur du complexe Al-Rahma à Obok dans le renforcement de la formation professionnelle à Obok, invitant, a-t-il dit, les élèves à poursuivre leur quête de savoir avec détermination. De son côté, le préfet de la région, Moussa Aden Migani, a souligné l'importance des efforts déployés par l'établissement et a affirmé l'appui constant des autorités locales à ce type d'initiatives éducatives et formatives. Écoutons-le. Nous sommes réunis pour célébrer encore une fois une année scolaire, l'année scolaire 2024-2025. Pour moi, c'est un grand plaisir de participer aujourd'hui à cette cérémonie, car cette cérémonie est particulière pour moi. Le centre Al-Rahma accueille essentiellement les enfants les plus démunis de la région d'Obok, c'est-à-dire les orphelins. Et notre religion nous a demandé d'être toujours auprès des orphelins. Et d'ailleurs, je remercie le centre Al-Rahma de ce qu'elle nous offre, de cette occasion, de cette opportunité qu'elle offre à nos élèves, nos enfants orphelins. Merci. Je ne suis pas ici pour faire un long discours. Je suis là pour surtout remercier tous les enseignants qui ont pris part à cette réussite, aux élèves qui ont réussi cette année et d'ailleurs qui attendent impatiemment leur cadeau. Je dirais un mot à tous les enseignants. S'il vous plaît, continuez cet effort, continuez, parce que vous avez avec vous des élèves hors du commun, vous avez des orphelins. Merci. Retour à Djibouti, où le secrétariat d'État chargé des sports a officiellement lancé un tournoi aux académies de football issues des différents quartiers de la capitale. L'événement s'est tenu au complexe sportif du roi Fahad à Balbala et concernait les catégories de moins de 12 ans, moins de 14 ans et moins de 16 ans. La cérémonie a vu la participation du directeur des sports, Abshar Al-Hassan, ainsi que des responsables des écoles de football de la ville. L'objectif de ce tournoi est de valoriser les jeunes talents, encourager la formation structurée et promouvoir la pratique du football dès le plus jeune âge.
La journée s'est clôturée par une remise de trophées aux équipes victorieuses dans chaque catégorie. Merci au directeur qui a eu l'initiative de nous rassembler aujourd'hui et que vraiment ce qu'il a commencé puisse continuer pour que les enfants aient également la chance de bénéficier l'encadrement et tout ce qui vient du ministère des Sports. Vraiment, je remercie le ministère encore une fois de plus et le directeur qui a permis que tout soit organisé et également tous les encadreurs qui sont ici présents et que ce qui a commencé puisse continuer et le plan qu'il a permis que nous puissions avoir, nous qui n'avons pas de route, de nous donner un certificat qui nous permettra de pouvoir grandir et encadrer mieux les enfants et pourquoi pas aller loin. Et enfin, lors de son intervention, M. Abshir Ali Hassan a chaleureusement félicité les encadreurs pour leur engagement continu dans le développement du football. Il a également souligné l'importance de la formation des encadrements ainsi que la nécessité de disposer des documents administratifs qui est à jour pour assurer le bon fonctionnement des académies. Écoutons le directeur des sports. Nous avons voulu rassembler ces enfants ici au complexe Roi Fahd pour que tout d'abord l'État puisse voir ces centres, la capacité d'accueil de ces centres. Au niveau de chaque centre, il y a combien d'enfants? C'est ça d'abord qu'on voulait voir. De l'autre côté, on voulait être en contact avec ces centres, voir les techniciens qui forment les enfants. Et ensuite, nous voudrions que ces 4 centres puissent jouer entre eux. Donc, l'idéal serait qu'une fois par mois, Inch'Allah, qu'il y ait une compétition entre ces centres, intercentres. Et dans un futur proche, nous allons aussi voir un peu s'il y a possibilité d'organiser des compétitions pour les académies de football telles qu'Académie Sengo, Académie La Relève, Académie Est-Afrique. Donc ces académies aussi sont très bien implantées, très bien développées ici à Djibouti. Donc ces académies aussi, nous allons faire une compétition pour qu'au moins il y ait ce lien entre les académies. En dehors de ça, nous allons travailler en étroite collaboration avec la Fédération de football pour que ces centres soient suivis de près par la Fédération djiboutienne de football. Et une fois que ces académies vont jouer entre eux, c'est par la Fédération djiboutienne de football. Donc c'est très important que ces centres de formation de football soient vraiment suivis de près et qu'ils bénéficient l'ensemble d'appuis techniques de la Fédération de football, mais l'appui matériel mise à disposition des installations sportives, quitte à même les appuyer financièrement, parce que ce sont les futurs qui vont, comment dirais-je, constituer l'ossature des équipes nationales par rapport au football des jeunes. Donc je remercie les responsables de ces 4 centres de formation de football. Et Inch'Allah, nous allons suivre de près ces formations. Aujourd'hui, je suis ici pour discuter avec les responsables, s'ils ont un statut, s'ils ont un récépissé. S'ils n'ont pas ça, donc nous allons les équiper en matière des documents officiels, parce qu'un centre doit avoir un statut de fonctionnement, il doit avoir, comment dirais-je, un récépissé. Donc tout ça, nous allons étudier de près. Ils seront convoqués à la direction des sports pour voir vraiment ce qui leur manque. Et enfin, dans l'actualité internationale, en bref, au moins 110% de la bande de Gaza se retrouve sous contrôle israélien, d'après un porte-parole de l'ONU, Farhan Haq, qui a affirmé que les restrictions imposées par Israël continuent de poser des obstacles importants aux opérations humanitaires dans la bande de Gaza. L'Organisation des Nations Unies a indiqué vendredi qu'environ 110% de la bande de Gaza se retrouve actuellement dans des zones militarisées par l'armée israélienne sous ordre de déplacement ou dans des secteurs où cette situation prévalent. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés et bonne journée à vous.